Vous avez toujours rêvé de revivre pleinement votre période edgy en jouant un démon ténébreux ou bien un ange au sommet de son arrogance? Vous souhaitez explorer un monde brisé en deux par les conflits, tout en livrant de féroces combats contre vos ennemis et en vous alliant pour triompher d'une menace commune grandissant dans les abysses? Aion, un MMORPG nous venant de Corée et développé et édité par NCSoft. NCSoft, c'est une société qui a vu le jour en 97 et qui est spécialisée dans les jeux en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas, si je vous dis qu'ils ont édité le premier Guild Wars ainsi que le second, puis qu'ils ont développé et édité Lineage et Lineage 2. Lineage a d'ailleurs rencontré un franc succès en Corée puisqu'il y eut 2 millions de joueurs. Et Lineage 2 continue de surfer sur la vague de son grand frère avec 2,5 millions de joueurs. Du coup, NCSoft, dans les années 2000, ça vendait du rêve. Donc quand il révèle Aion à l'E3 2006, la presse coréenne s'empare du sujet. On parle d'un jeu séparé en 3 royaumes, celui des anges, celui des démons et celui des dragons. Le jeu étant sous-titré Tour de l'éternité, la dite tour était supposée se dresser au centre des 3 royaumes et être source de conflits. Point intéressant, le jeu est présenté comme ayant un système permettant aux joueurs d'impacter le monde qui les entoure. L'accent est mis sur le système de PvE en annonçant qu'un joueur découvrant un donjon l'ouvrira pour le reste des joueurs. Et bien entendu, même s'il n'est pas inclus dans la démo jouable, le futur système de vol est mis en avant dans les teasers. Mais alors que NCSoft célébrait ses 10 ans en 2008 et était perçu comme la référence coréenne en matière de jeux en ligne, son CEO, Kim Tae-jin, annonçait des difficultés. Malgré le succès retentissant de Lineage 1 et 2, et l'édition de MMORPG jugée comme populaire en Occident, la société peinait à se démarquer dans le marché international. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Eh bien, selon NCSoft, on annonce qu'on compte sortir un MMORPG par an de l'ampleur de Lineage. Lors de cette annonce, la société annonça même avoir déjà entre 20 et 30 projets en développement sous le coude. En quoi est-ce que sortir un MMORPG par an est une bonne idée? J'en sais rien. Mais c'est pour ça qu'Aion était annoncé pour 2008, tout comme Tabula Rasa, et qu'en simultané, Lineage 3 était développé pour une date de sortie prévue pour 2008. NCSoft annonçait ainsi, fièrement, que plus d'un MMORPG par an ce n'est pas considéré comme une promesse vide de sens, mais plutôt comme une promesse réalisable. Et là, si vous vous y connaissez un peu en MMO, vous vous demandez c'est quoi cette histoire de Lineage 3? Ça existe ça? Non. Comme on pouvait s'y attendre, NCSoft ne réussit pas du tout à tenir les délais d'un MMO par an. On a bien eu Tabula Rasa en 2007, qui a fermé en 2009, Wooling Empire en 2009, un jeu jouable dans son navigateur, fermé en 2012, Punch Monster en septembre 2010, un MMO en side-scrolling à la MapleStory, fermé en 2012, Dragonica en octobre 2010, aussi du side-scrolling, et fermé en 2011. Ah, en 2012, on a Blade and Soul, vous voyez? Enfin, un de leurs MMO qui a survécu, il y a du mieux là. En 2014, on a Volstar, qui a fermé en 2018. Et... on a arrêté là les pots cassés. Ouais donc, un MMO par an? Pas l'idée du siècle, si vous voulez mon avis. Après, Lineage étant tout de même leur série phare et le développement étant bien avancé, pourquoi est-ce qu'on n'a même pas vu de bêta du jeu? En lisant une interview pour la bêta fermée d'Aion, je suis tombée sur ces lignes. Le 6, NCSoft a décidé de démettre de ses fonctions le directeur Park Young-eun, responsable de Lineage 3, et de suspendre temporairement le projet. Lors de l'annonce de la suspension temporaire de Lineage 3, diverses questions ont été soulevées, telles que la théorie de la protestation du directeur Park. On sait qu'environ 90 développeurs de Lineage 3 ne travaillent pas actuellement. Vous sentez ça? C'est la douce odeur du drama et des scandales. Ni une ni deux, je cherche donc des articles sur l'annulation de ce fameux Lineage 3. En février 2007, on apprend que le directeur Park Young-eun, qui est à la tête du projet Lineage 3, a été licencié pour réexamination du projet. Mais ils préciseront que le licenciement est dû à des problèmes de communication et une inefficacité dans le management des ressources humaines. Puis en mai 2007, on trouve ce merveilleux article intitulé « Mandat d'arrêt émis contre l'ancien directeur du développement de Lineage 3 ». Des soucis de management donc. A priori, ce monsieur Park était accusé d'avoir fait fuiter le code source de Lineage 3 pour le transmettre à des concurrents japonais. Et le bougre était même allé bosser chez Bluehole Studio après s'être fait licencier. Finalement, monsieur Park eut droit à 18 mois de prison, tandis que NCSoft débuta un procès contre Bluehole Studio. Donc oui, oubliez Lineage 3. Revenons-en à Aion, qui sort donc en 2008 en Corée, l'année suivante en Chine et arrive enfin en Europe et aux US en septembre 2009. Faut savoir qu'à l'origine, Aion n'était pas free-to-play mais basé sur un abonnement. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on s'en fiche, puisqu'en 2012, la version européenne du jeu passe en free-to-play. Et vous savez qui a été choisi pour gérer les serveurs free-to-play en Occident? Le futur ne peut donc être que radieux. Sur la version Steam, on a en moyenne une trentaine de joueurs connectés avec des pics de 60 en soirée.
Mais comme tous les jeux Gameforge, vous pouvez le lancer via le launcher dédié, donc possible que la majorité des joueurs s'y connectent ainsi. Sur Steam en tout cas, on a actuellement des évaluations moyennes. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Donc, ça vous dit de déployer vos ailes avec moi vers la tour de l'éternité ? Le lore d'Aion est plutôt étendu. Le problème, c'est que sur la version retail actuelle, on vous a amputé de la plupart des zones et quêtes principales. Du coup, faut un moyen de résumer tout ça pour que les nouveaux joueurs ne soient pas trop perdus non plus. À votre avis, comment on pourrait s'y prendre ? Avec une cinématique condensant les informations à laquelle vous ne comprenez strictement rien sans contexte. Ah, vous pensez que j'exagère ? Ok, la voici telle qu'on vous la présente quand vous lancez le jeu. En fait, il s'agit d'une pièce de la relique que je cherchais. Comment osez-vous vous mettre en travers de nos chemins? Ce n'est pas encore. Éveillez-vous de votre profond sommeil et rendez-vous dans la forteresse des glaces. J'y affronterai la tempête et vous attendrai. Cette mission est faite pour vous. Je vous en prie, mettez un terme à tout cela. On se réveille. Si vous avez saisi qu'est-ce qu'on fout ici, c'est que vous avez des problèmes. Cette cinématique, c'est pas l'original, non. Comme en témoignent les serveurs classiques, l'original était bien plus simple. Mais ne vous inquiétez pas, chez Aion, ils ont pensé à tout. Après cette magnifique cinématique pour laquelle il faudrait clairement gérer une bouteille de rosé ou deux pour en comprendre la portée, le jeu vous donne plus de cinématiques et de la lecture. Genre, beaucoup de lecture. Et lisez bien tout, je vous ai à l'œil et le jeu aussi puisque vous aurez droit à une interro à la fin. J'imagine que ça a dû être mis en place parce que l'histoire avait pas mal progressé dans les premières versions du jeu, mais qu'ici, on veut que le joueur atteigne le niveau maximum plus vite. Donc un condensé du récit suffira avant de l'expédier au scénario actuel. Et croyez-moi, toutes ces cinématiques suivies par des pages et des pages de lecture, c'est juste indigeste. Donc Aion, qu'est-ce que c'est ? Basons-nous sur le merveilleux post-Reddit du conteur, Keep Off My Mana Cookies, rédigé il y a 5 ans. À peu près sûr qu'on ratera pas grand-chose. Il y a fort longtemps, le dieu Aion créa les humains dans le but de peupler son monde. Les Balor virent le jour à leur tour pour les protéger. Mais, but de fierté, les Balor finirent par asservir l'humanité. Pour rééquilibrer son monde, Aion fit le cadeau d'ascension aux humains, leur permettant de devenir des divas immortelles. Après des millénaires de guerre, les deux races s'accordèrent sur un traité de paix. Cependant, durant la signature de ce dernier, une attaque eut lieu sur la Tour de l'Éternité. La manifestation même d'Aion. La planète fut scindée en deux et l'humanité avec. Les beaux mais arrogants Helios au sud et les robustes mais sauvages Asmodia au nord. Les Balor, quant à eux, firent la promesse d'éradiquer l'humanité tout entière, s'accusant les uns les autres de la destruction de la tour. Et je fais une pause ici, puisqu'a priori, le lore se scinde en deux. Les Asmodiens et les Helios vivant séparés. Ce qui est, de mon point de vue, giga cool, puisque deux pays ennemis n'auront pas la même façon de raconter les mêmes événements de l'histoire. Dans ma run, je suis partie au nord chez les Asmodiens, concentrons-nous sur leur histoire à eux donc. Enfin, j'aurais aimé, mais rien qu'en lisant ce qui était censé être le début de mon aventure... Juste... non. En fait, genre, vous voyez le bloc qui correspond aux Asmodiens sur Reddit ? Mon aventure à moi, elle commence... ici. Ah, je vous dis, ici on n'a plus le temps. C'est plutôt simple, à chaque fois qu'on m'introduisait un point d'intrigue sympa pendant une quête principale, j'y repensais 2 heures plus tard en me disant que j'avais jamais eu de conclusion. Je pense qu'ils ont bien raboté un maximum de quêtes, ce qui est assez évident en constatant qu'on monte pratiquement niveau maximum en quêtant dans une unique zone.
Et j'aurais aimé vous annoncer qu'Ion est un jeu vivant, bénéficiant de mises à jour régulières, continuant d'enrichir son lore. Mais quand on regarde la liste des patch notes et leurs dates, on est passé sur la version 8.0 en octobre 2021, qui a certainement été l'équivalent d'une nouvelle extension. Puis il y a eu la 8.3 en juillet 2022, et finalement la 8.4 en juin 2023. Pas totalement mort donc, mais sous respiration assistée tout de même. Depuis, on a bien eu droit à de nouveaux serveurs reproduisant l'expérience classique, mais on en parlera à la fin. Finalement, lançons le jeu! Le premier point que je trouve notable sur Ion, ce sont les designs. On vous mettra des concept art lors des écrans de chargement et il y en a pas mal d'accessibles sur le net. Franchement, un régal. J'espère que vous l'aimez aussi en tout cas, puisque le chargement initial du jeu m'a pris pas moins de 2 minutes 20. Dit comme ça paraît pas bien long, mais depuis que je vis en 2023, avec des SSD partout, j'ai vraiment cru que le jeu téléchargeait de la data en fond à la manière d'un jeu mobile. Bon, partons sur le serveur français puisqu'il y en a un, et nous voici sur le premier écran dans notre création de personnage. Comme expliqué au cours du lore, Ion a deux factions s'opposantes. Les démons d'un côté et les anges de l'autre. Oui, on dit Asmodien et Élyséen, mais soyons honnêtes, c'est équivalent. Par défaut, on vous met du côté des démons, et en lisant les descriptions, faut bien reconnaître qu'ils donnent plus envie. Nous avons gagné en force, et depuis, nous dominons les combats. Nous n'abdiquerons face à personne, les Asmodiens mèneront Atréa vers des jours meilleurs. Alors que, du côté des anges, déjà, leur description rentre même pas dans la boîte de texte, en plus d'être en pleine égo trip. Ils sont arrogants et se prennent pour les héritiers des anciens Atréens, car ils n'ont jamais eu à se battre pour obtenir quoi que ce soit. Nos ancêtres auraient honte de les voir ainsi, car les Élyséens sont faibles, menteurs et narcissiques. Bon, chaque camp a ses arguments, mais là on se demande tout de même à quel moment quiconque a envie de jouer côté ange. Ok. Maintenant que les vétérans du jeu m'ont insulté en commentaire, remarquons tous ensemble que le texte des Asmodiens est rédigé à la première personne, alors que celui des Élyséens est compté d'un regard externe. Oui, les descriptions changent en fonction de quelle faction est sélectionnée, narrant négativement l'ennemi dans chaque cas. Et oui, j'avais pas capté en lançant le jeu, donc j'ai même pas cherché, je suis partie sur Asmodien. Bref, passons. Le jeu nous propose de choisir entre 6 classes différentes et applaudissons tous NCSoft car aucune n'est genderlock. Bon, ok, les personnages féminins sont moins vêtus que leur équivalent masculin. Mais on peut pas tout avoir, ok? Nous avons donc les guerriers, les éclaireurs, les mages, les prêtres, les ingénieurs et les artistes. À chaque fois que vous sélectionnez une classe et un genre, vous avez le droit à cette petite preview sympa pour vous donner une idée du style de jeu en plus d'un paragraphe descriptif. Petit aparté sur une feature cool, vous avez accès aux options pendant toute votre création de personnage. Ce qui est giga pratique et évite de se retrouver à faire toute la créa dans une fenêtre à la mauvaise taille, comme sur d'autres jeux. Personnellement, je décide de partir sur artiste vu que ça a l'air exotique et que beauté des fesses en musique, ça ne peut qu'être fun. A noter que les classes ont chacune 2 spécialités et qu'on vous laisse l'intro, soit jusqu'au niveau 10 pour tester chaque type de jeu, puis choisir définitivement un des deux. Et nous voici sur l'écran de personnalisation. À chaque fois que vous reviendrez ici, un personnage random sera généré. Et croyez-moi, ça peut vite déraper. On commence par vous proposer des presets rangés par catégorie. Côté filles, vous avez les sexy, les non coupables, oui, Google Translate. Les nanas à l'air innocent quoi. Les mignonnes et les spéciales. Bon, certaines sont évidentes, mais vous voulez voir un peu ce qu'on a côté mignon? On n'a pas de classe spéloli dans Ion. On a des gnomes à la place. Et en voyant ça, vous vous demandez peut-être ce qu'on a dans les spéciales? On a les cougars. Je repars sur un preset plus basique et on a le droit à une personnalisation plus détaillée. Côté création de personnages, pour un MMO de cet âge, Ion est pas mal du tout. Si vous souhaitez vraiment personnaliser un preset par contre, bonne chance pour trouver la distorsion qui vous convient parmi les 44 options sans preview. Vous pouvez bien entendu customiser votre waifu en l'habillant d'une tenue endgame épique ou la laisser en sous-vêtements. Je juge pas hein, pour gérer les proportions, c'est tout de même plus pratique. Surtout qu'ici au moins, ce sont des sliders donc pratiques pour faire joujou. Mais maintenant, il faut qu'on choisisse sa voix. 좋게 봐주셔서 고마워요. 어느 출신을 가장 존경하나요? Pour ceux qui se posent la question, non, je ne me suis pas foirée lors de la sélection de la langue dans les paramètres. Et pour les anciens d'Ion, vous n'avez pas halluciné toute votre jeunesse. Les versions plus anciennes d'Ion disposaient bien de doublage français. Il n'y a aucun doute, ils approchent. Celle des impitoyables Balor et de leurs immondes sbires, les Drakan. J'imagine qu'avec les différentes mises à jour, ils ont préféré supprimer les langues autres que la VO plutôt que faire des mix d'audio. Un générateur de noms plus tard, je vous présente Nemelphia. Bien entendu, les vêtements de départ ouvrent une belle fenêtre sur son kokoro. Et comme nous sommes sur un MMO coréen, forcément on m'oblige à saisir un pin à la con. Je suis heureuse. On se réveille. On se réveille. Revenez à vous. Vous avez eu une vision? Le vieux Munin vous cherche.
Allons au village. Une cinématique d'intro sans sous-titres et sous acide plus tard, nous voici finalement in-game. On passe à la fameuse phase du « va lire le lore parce qu'il est compliqué et qu'on a la flemme de tout remanier ». Et ah, mais je comprends mieux pourquoi l'érudite du coin arrive pas à finir de rédiger son livre. Bon, au milieu de tout ça, on notera tout de même qu'Aion dispose d'un dico, et que lorsqu'une box de texte comporte un mot du dit dico, vous pouvez en consulter la définition. Vu que vous n'avez certainement rien compris à l'histoire, ce sera donc essentiel. Et comme ici on n'a pas le temps, et le but c'est de vous rush au niveau max, parler aux gens ou encore taper des mannequins, ça suffit à level up. Vous vous souvenez du délire d'elle tout autour d'Aion? Eh bien, figurez-vous que j'en ai besoin pour devenir Archon, mais que c'est juste impensable, vu que je possède même pas d'elle. Et jamais, au grand jamais, Marco ne se pardonnerait d'envoyer plus de jeunes recrues se faire massacrer, sans avoir suivi d'entraînement rigoureux. Vous n'avez pas besoin de passer d'autres épreuves, j'aimerais vous parler du fait d'être prête à devenir Archon. Comme si ça suffisait pas, j'ai maintenant le droit à un QCM sur les livres qu'on m'a forcé à lire. Écoute, le jeu. Je peux pardonner que t'aies viré les premières extensions et que ton lore soit devenu imbitable pour les nouveaux joueurs en conséquent. Je conçois aussi que tu te sentes obligé de tenter de l'expliquer via des textes dump. Par contre, bloquer la progression en faisant subir un QCM, ça c'est sale. Bon, je suis très douée donc je passe le QCM first try. Je vous jure, c'est vrai. On me met alors face à ma première initiation. Les initiations, c'est des quêtes qui vous lancent des tutos, pendant lesquels on vous indique précisément où cliquer. Ça a donc le mérite d'exister, mais soyons honnêtes, vu que vous cliquez juste sur la seule partie d'interface autorisée sans aucune mise en contexte, et comme il y a beaucoup de systèmes différents, vous en retiendrez pas grand chose. Dans tous les cas, il est temps d'affronter mon premier ennemi. Mais oui! Je vous avais prévenu que, comme tout MMO en manque de joueurs qui se respectent, on dispose de buffs abusifs pendant la phase de PEX. Hop hop hop! Le niveau max, c'est par là, on t'a dit. Maintenant, apprécions un instant les beaux paysages de ce jeu de 2008. C'est franchement propre et bien travaillé. C'est juste con qu'ils aient dégagé la plupart des zones pour me forcer à PEX dans les mêmes montagnes enneigées pendant 15 heures. Un Gameforge! Oh! Je suis un champignon. Je progresse dans les quêtes d'intro, la vraie vie m'appelle, donc j'AFK sereinement au pif au milieu des mobs et je déconne zéro. En une minute, à me faire taper non-stop par un mob qui avait respawn, un mob de mes quêtes actuelles donc, j'ai même pas perdu la moitié de ma barre de vie. Je me souviens même pas si pendant tout mon temps de jeu, je suis morte par autre chose que des chutes à la con pour vous dire. Mais réjouissez-vous, gamer old school. Ici aussi on peut s'asseoir pour accélérer sa régène. Yay! Nous voici devant la première instance du jeu. Solo, puisque faisant partie du tuto, mais utile pour présenter les principes de base et surtout nous proposer des combats épiques, relevant le niveau. Ah oui, donc, première chose qu'on me propose dans ma première instance ever, c'est d'acheter des boosts de stats contre du vrai argent. Ah, bien le jeu. De la même manière que Terra, j'ai le droit à une petite cinématique de survol du donjon pour me le présenter. Et voici notre premier boss. Je viens de le one-shot? Non mais, ça c'était le premier, il était nul. Faites voir le second. Ah. Bon, attendez, le boss de fin de donjon, lui, ce sera un vrai défi. Je l'ai jamais revu. Tout le monde est ravi que j'ai éliminé la menace du coin et Marco commence à me sortir son discours de vieux sage. Ce moment marque un tournant dans votre vie. Cette décision pourrait modifier votre destin. À Pandémonium, il est interdit de regarder dans l'avenir. Et c'est aussi très dangereux. Voulez-vous malgré tout voyager vers le moment le plus dangereux et le plus important de l'avenir ? Alors ça, c'était aussi edgy qu'on pouvait se permettre de l'être dans les années 2000. Incroyable! Avec tout ça, j'ai atteint le niveau 10. Il est donc temps pour moi de me spécialiser. Comme j'ai joué quasi toute l'intro avec le stuff de Bard et que j'aime beaucoup les petites notes de musique qui rythment mes attaques. Genre, s'il vous plaît, même mes suites de heal jouent une musique qui s'enchaîne impeccablement.
Je reste donc sur l'aspect barde. Oh, et on me donne un coffre de stuff pour avoir ma tenue de classe. Génial! Je peux changer finalement? C'est ainsi que nos aventures dans la zone des débutants arrivent à leur terme. Et on y aura passé... moins d'1 heure si on nommait la prise de notes. Ok. Avant de me diriger vers la zone suivante, je me dis qu'il serait temps de parler au fameux Logbug qui propose une quête d'une couleur différente pour les nouveaux joueurs au revenu. Le bougre me donne un boost complètement cheaté, qui s'additionne au boost général mentionné plus tôt. Déjà, il m'offre un sifflet qui permet de réduire tous les coûts de voyage à 1 kina. Bon, ça, clairement, on s'en fout, puisqu'on va level up dans une unique zone, mais surtout, il me donne 7 auréoles. Vous lisez bien, on parle de genre 50% de PV en plus et d'autres stats supplémentaires abusés. Le bonus de PV est tellement démesuré qu'équiper l'Oréal passe mon perso en animation de vivace. C'est à ce point. Ajoutez à ça une monture gratuite pendant quelques jours et vous avez le pack parfait de speedrun de niveau. Bon, je m'assois histoire de régénérer un peu ma nouvelle barre de vie et j'en profite pour lancer un nouveau tuto. Le titre tiens. Pourquoi ils en font carrément un tuto? Ah, c'est ce genre de jeu. Les titres boostent vos compétences. En espérant qu'on ne puisse pas acheter contre du vrai argent de meilleurs titres donc. Quoi qu'il en soit, la suite de mon aventure m'attend à la capitale asmodienne. J'ai nommé Pandemonium. La ville des démons donc, avec son style gothique, ses châteaux et... une Miku qui vous accueille à la sortie du téléporteur. Très déroutant. J'ai droit à ma cérémonie officielle de diva, au cours de laquelle on semble me débloquer mes ailes. Enfin, vu qu'on parle d'ascension, j'imagine que c'est ça. La foule m'acclame et un type chelou fait une tête de méchant dans l'assemblée. Je vais parler à la waifu du coin, Ageia, qui m'ordonne de me rendre en Beluslan. J'espère que vous aimez la neige, puisque nous voici à Beluslan, la map sur laquelle on pexera jusqu'à atteindre le niveau 75. Vous avez hâte qu'on passe des heures dans ces paysages divers et variés, n'est-ce pas? Nous sommes accueillis dans ces magnifiques contrées par Sheska 2. Pourquoi la numéro 2? C'est très simple, Sheska était déjà présente lors de la phase de tuto et nous accompagnera pendant toute notre aventure. Mais comme elle dispose de plusieurs modèles éparpillés un peu partout en Aion, ils sont tous nommés de façon unique. On reviendra dessus. Après tout, les Sheska c'est un peu comme un Pokédex. À chaque découverte d'une nouvelle espèce, vous vous émerveillez et la documentez. En tout cas, nous on l'a vraiment traité comme un Pokémon. Nouvelle initiation. Aion met à disposition un système qu'ils appellent enchaînement adapté. Ça vous permet de mettre à la suite plusieurs compétences et ainsi de les réunir sur un seul bouton semblable à une macro. Parfait pour les DPS ayant la flemme de retenir leur cycle. Comme on n'a pas le temps, on enchaîne sur le tuto du soutien au combat. Alors, ça, j'ai pas pu le tester vu que j'ai joué en permanence dans une équipe, mais vous pouvez activer ou non une feature permettant de claquer automatiquement des potions à partir d'un certain nombre de PV ou même a priori des compétences à lancer automatiquement. Encore une fois, des macros. Mais nous, on est des vrais bonhommes ici. Nous, on glisse chaque compétence dans nos barres et on apprend à cliquer dessus en ordre. Ça, vu que je suis boostée x 10 000, pas comme si je ressentais de vraies difficultés, hein. Nouvelle zone oblige, Sheska me demande de discuter avec tous les PNJ du coin pour me familiariser. Puis, ah mais, ça y est, là faut que j'aille pexer pour accéder à la prochaine main quest, c'est ça? Ok. Hop, on prend toutes les annexes du coin et en route pour le farm. À la manière de tous les vieux MMO, le principe de base c'est d'aller de zone de quête en zone de quête. Vous voyez une zone à votre niveau, vous y prenez toutes les quêtes et vous les refaites jusqu'à avoir le niveau pour la zone suivante. Et je dis bien les refaire, puisque j'imagine qu'à l'origine, le jeu était si grindy qu'il vous forçait à répéter plusieurs fois les mêmes quêtes. Ça nous est arrivé quelques fois pendant notre période de jeu et j'ose pas imaginer à quoi ça ressemblait avant tous les boosts. Aussi, le jeu offre du nouveau stuff à chaque palier via des PNJ. Donc j'ai pu assouvir mes pulsions de skin en quittant ma tenue rose de Magical Girl. Un plaisir. Bon, on est des cassos, donc on continue à faire nos montées de niveau de zone en zone en ignorant la quête principale qu'on pouvait reprendre et... Oh, un nouveau Pokémon, Sheska la guetteuse, qui guette. C'est valide. Bon, le jeu nous introduit tout de même une histoire, celle d'un gamin au père ivrogne qui a disparu. Et on nous fait un gros plan sur une bouteille de vin perdue sur un pont. Alors gamin, loin de moi l'envie d'affirmer immédiatement que ton père était bourré et a glissé. Mais je pense que ton père était bourré et a glissé. Vous serez en attendant rassuré d'apprendre que même si vous ne faites pas certaines quêtes annexes, vous débloquerez les suivantes une fois le niveau requis atteint. Quête suivante donnée par... Sheska la guetteuse. Oh shit, here we go again. Cette quête nous mène à Sheska la conspiratrice qui nous demande de parler à Sheska qui parle. Je vous avais prévenu, on peut remplir tout un Pokédex avec. C'est vous qui me croyez pas aussi? Pas de panique. Il est aisé de se balader de Sheska en Sheska, puisque oui, le jeu dispose de fly. Mais on s'en fout, puisqu'on peut juste se TP via la map. Sheska frappée de cauchemar nous présente le diva des flammes, qui est en feu. Vous prenez votre travail beaucoup trop au sérieux, monsieur. Quoi qu'il en soit, on fout le feu à l'arbre mojo pour lui dire qu'on en a marre de la neige un peu, mais il nous rétorque qu'il y peut rien et retourne pioncer. Très productive cette sortie. Pas grave, voici une Sheska libérée pour harmoniser la zone.
Je passe peu de temps après niveau 40 et le jeu me dump 5 nouvelles compétences sur la gueule. Bah oui, ici on speedrun, donc on vous jettera souvent au visage tout un lot de skills et à vous d'en tirer quelque chose. Mais je pardonne au jeu, puisqu'il m'offre de nouveaux skins. Je suis pas dur en affaires, vous savez. Bon, par contre, faut qu'on parle de la penderie. Dans Ion, il y a un système de transmo où vous pouvez enregistrer de vieilles pièces de stuff pour les utiliser comme skin par-dessus votre vrai stuff équipé. Sauf que sans payer, vous n'avez le droit qu'à un seul et unique emplacement. Autant dire que la version gratuite est inutile. Ayant atteint le niveau 44, on est enfin assez grand pour pénétrer dans une instance de groupe. Point non négligeable, vous avez un nombre d'entrées limité par jour pour chaque instance. L'instance de ce tuto par exemple n'est accessible qu'une fois. Et c'est pas une limite à la WoW où vous pouvez y entrer quand vous voulez. Juste, les mobs que vous aviez tués précédemment le seront toujours. Non. Ici, on initie la création d'instances, puis elle a une durée de vie limitée. Donc, si vous attendez trop longtemps, vous cramez votre accès quotidien. Nous, on est des débiles d'OP au boost. Donc, on s'est dit qu'on y allait à 2 et qu'on allait rouler sur tout. Étonnamment, pas du tout. Ouais, on va y aller doucement, mais ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire à fond. Ça peut être un peu lent, c'est vrai, ouais. On a dû ressortir après avoir constaté qu'on abîmait à peine le premier mob. Pas grave, on retourne vexé et je vous avais dit que les montures planaient. Par contre, il y a une barre de fatigue, donc laissez-moi juste déclencher ça le plus tard possible. Je note. Les hitbox sont mes ennemis. Sheska, la collectrice d'informations, mène des enquêtes plus loin, mais m'en fiche, j'ai un nouveau skill. On est enfin niveau 50 et le jeu me donne 10 nouvelles compétences. Va falloir se calmer à un moment par contre. Sheska combattante se prend des flèches un peu plus loin. Mais ouf, Sheska qui patiente va bien. Elle va si bien même qu'elle propose de nous accompagner dans une instance. Et là, on retrouve la Sheska première. Impressionnant, presque émouvant. Impressionnant jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'elle fait du 1 de dégâts au mob. Pourquoi t'emploies-tu donc avec une telle ferveur à me décevoir, Sheska? Bon, pas grave. Je la carré jusqu'au boss et tout est bien qui finit bien. L'armée Balor est repoussée et notre travail en Beluslan touche finalement à son terme. On rentre donc en Pandémonium avec le sentiment du travail accompli et on nous envoie dans une nouvelle zone. C'est ici que j'ai arrêté de jouer, puisque certes, on me proposait enfin de quitter les montagnes grises et enneigées de Beluslan, mais j'avais déjà passé 17 heures sur le jeu. Donc, je doute qu'un simple changement de zone m'aurait apporté plus de matière. Point pertinent à noter par contre, vous vous souvenez de tout le délire autour des ailes dans Ion? Eh bien, c'est parce qu'il y a un système de vol dans le jeu. Quand est-ce que je l'ai débloqué? Franchement, aucune idée. Est-ce que j'ai eu un tuto pour m'informer de son existence? Si oui, on est deux à ne pas s'en souvenir. Le bouton en bas à droite, quel bouton en bas à droite? Donc, c'est clairement pas dramatique vu qu'on n'a pas tant eu à faire de va-et-vient et qu'on pouvait se TP, mais ça reste profondément débile que je découvre cette feature au détour d'un stream, alors que le chat s'étonnait que je ne vole pas. Abordons maintenant un des sujets qui fâchent, le magasin. La monnaie dont vous aurez besoin ici pour faire vos emplettes est la pièce d'Ion. Pour 5 €, on vous en donne 50. Pour 100 €, 2100. Et oui, on est toujours sur un système de valeur légèrement tordu, histoire que vous n'ayez jamais exactement la somme voulue. Et qu'il vous reste toujours quelques pièces inutilisables, mais payées dans votre porte-monnaie. Vous ouvrez le shop et immédiatement, on vous propose une offre exceptionnelle. Oh bon, si c'est exceptionnel, on se doit de jeter un œil. Pour 400 pièces, donc 25 €, vous pouvez vous offrir le paquet de brûleurs de calories. Avec cette tenue brûle-calories stylée de ce paquet, faites quelques tours avec Joufflu et retrouvez la paix intérieure avec le yoga. Pas sûr de comprendre exactement ce qu'on tente de me vendre, mais très bien. Sinon, en promo, vous avez le paquet de départ turbo luxueux, qui vous donne accès à une tenue qui, j'imagine, vous buff. Mais pas sûr, vu que je peux voir le détail d'aucun des items du 10 pack. Une monture, un low gold de 30 jours, on en reparle après, de l'argent in-game et d'autres babioles qui ne sont même pas toutes détaillées. J'en déduis que pour un nouveau joueur, ça permet de rouler sur le contenu jusqu'au niveau max. Mais de 1, je roule sur le contenu 100. Et de 2, c'est si peu explicite que franchement, un nouveau joueur ne se rend pas compte des réels avantages et doit juste faire confiance. Donc, qu'est-ce donc que le low gold dont parle le pack? Eh bien, il s'agit d'une sorte d'abonnement. Selon la page du shop, ça supprime pendant 30 jours toutes les restrictions auxquelles sont soumises les néophytes. Quelles restrictions? Ah, mais on vous le dit toujours pas! Faites confiance, on vous dit! C'est pratique, on jure. À côté de ça, vous avez bien entendu des boosts d'XP, plus de butin en instance, plus d'entrées en instance, mais aussi des remises dans le shop. Le b.a.-ba de labo sur un free-to-play donc. Tout ceci pour 99 pièces. Comme ça, on vous pousse à prendre le pack de 130 pièces à 10 €. Après ça, pour rester dans le thème, on a des buffs pour booster votre attaque et votre défense en PVP et PVE. De quoi garantir le succès lors de craft, divers items pour vous booster ou vous régène, de montures, familiers et autres, et bien sûr, des skins.
Par contre, je vous demanderai de plisser les yeux et de faire appel à votre imagination pour ça, puisque vous pouvez pas preview les tenues sur votre personnage. Ce serait trop pratique. Mais imaginez-vous un instant, arpentant les champs de bataille d'Aion, en costume de Mycélion enjoué, majestueux. Aion vous donne tout de même accès à un shop dans lequel c'est votre monnaie in-game que vous dépensez. C'est bien entendu bien moins fourni que le shop qui vous demande d'hypothéquer votre vraie maison, mais vous disposez là de quelques tenues et surprises, là, vous êtes en mesure de les preview. Je comprends pas toute la logique, mais certes. Mais n'ayez crainte, fans de la première heure, car tout n'est pas encore perdu. Le 25 avril dernier, Gameforge a mis en ligne des serveurs classiques. Oui, classiques, comme c'est le cas pour Warcraft. Il s'agit de serveurs permanents permettant d'arpenter Atrea comme au premier jour, à l'exception de quelques améliorations de confort de jeu. Ici, vous retrouverez donc les doublages audio français par exemple, et l'expérience de leveling originale y a été remise en place. Je peux bien entendu pas vous dire si cette version est fidèle à la 1.9 dont ils se sont inspirés, n'y ayant pas joué à l'époque. Par contre, on y a joué un soir pour la comparer à la version retail actuelle. Et laissez-moi vous dire qu'en 1h30 de jeu, ça n'a juste rien à voir. Déjà, avec cette version, on rebascule sur un modèle économique d'abonnement mensuel. J'ose espérer que ça épargne cette version de Pay to Win. Mais même si vous ne payez pas, vous avez le droit à 2 heures de jeu gratuites par jour. C'est leur version de la période d'essai. Et j'imagine que pour quelqu'un qui fait pas de contenu à échelle trop intensive, ça suffit largement à aller faire ses quelques délices et papoter avec ses amis. L'écran de création des personnages est plus simpliste et paisible. Vous constaterez d'ailleurs que ma classe n'y figure pas, ayant certainement été ajoutée plus tard. La création en elle-même repose sur des listes de numéros. Vous savez ce que je pense des créas de perso sans preview et avec de simples numéros. Donc passons. Cette fois-ci, on décide de partir sur des Élyséens pour admirer leur zone de départ à eux, et je choisis une mage. Sachez que c'est la peau la plus foncée que j'ai réussi à lui faire dans ces menus, mais bon, vieux jeu coréen. Elle est pas adorable n'empêche, avec sa petite vibe de Magical Girl. Fais attention, je vais les surprendre. Combattiez pour Elyséa, pour Aion et pour les seigneurs empyréens contre les Asmodiens. Cinématique d'intro qui est fou mais vrai, et compréhensible cette fois, et nous voici dans la zone de départ. Notez dès à présent qu'il y a plus de monde dans la zone de départ des serveurs classiques que des serveurs retail. On peut laisser planer le doute du « peut-être que la race des démons est mal aimée et tout le monde était chez les anges », mais je crois surtout que c'est un bon signe que cette version du jeu est plus jouée. On suit tranquillement nos quêtes de noob et déjà, grande révélation, je peux récolter des plantes. Ça m'était sorti de la tête en le lançant, mais oui, les métiers avaient été retirés de retail. Ce qui veut bien dire qu'à l'origine, il y en avait. Et ça peut paraître profondément idiot, mais j'ai vraiment ce réflexe de monter mes métiers en simultané de mon niveau. Donc j'ai tout de suite commencé à butiner de fleur en fleur pour augmenter ma récolte. Apaisant comme activité. Le jeu se veut plus lent et pousse à l'exploration. Comment je le sais? Il suffit d'ouvrir sa map et de constater la présence d'un brouillard de guerre pour s'en rendre compte. Autre détail que j'avais pas aperçu du côté des démons, mais peut-être tout simplement parce qu'ils n'avaient pas plu, nos personnages sortent des feuilles de nénuphar pour s'abriter. Si c'est pas chou. Vous retrouverez aussi tous les systèmes classiques des vieux MMO. Ici, il faut parler à un maître de classe pour acheter de nouvelles compétences par exemple. Oh, et à un moment j'ai pas fait gaffe à ma vie et je suis morte, contre un mob level 4. Sérieux, ça suffit à prouver que c'est un meilleur jeu. Je dois faire attention, même en tant que débutante, et prendre mon temps, sans quoi le premier poulet sauvage me trucide. En s'approchant de la première heure de jeu limite, on commence à avoir des rappels dans le chat jusqu'à un décompte. Bref, j'ai pas poussé davantage, puisque cette heure de jeu m'a suffi à constater qu'Aion classique est un bien meilleur Aion qu'Aion retail. En 1 heure, on était encore dans l'intro. L'histoire était compréhensible, on n'était pas non plus submergé de nouvelles compétences toutes les 10 minutes, et les joueurs en plus grand nombre prenaient le temps de caster un buff en nous croisant. Ça m'arrive de finir un épisode de MMO foireux en vous disant que oui, le jeu n'est pas pour tout le monde, mais on peut clairement y passer un beau moment. Mais ce sera pas le cas ici. Pas pour la version retail en tout cas. La version Steam est l'exemple même d'un vieux MMO sympa, passé free-to-play et exploité par Gameforge. Vous sentez que le jeu a été cool à un moment, mais que depuis il est rongé par les boosts et que le seul contenu intéressant sera certainement pay to win ou limité à des accès quotidiens trop peu nombreux. Si vous êtes nostalgique de vos années passées sur Aion, lancez-vous sur le serveur classique. Je me verrai totalement y prendre un mois d'abo pour monter tranquillement un personnage aussi loin que possible. Puis, me contenter des 2 heures gratuites par jour pour la suite. J'adorerais d'ailleurs que le même système soit en place sur Warcraft, ou tout autre MMO à abonnement, puisqu'à part lors de mises à jour ajoutant du contenu qui m'intéresse au point d'en dévorer mes journées, 2 heures maximum par jour serait une limitation bienvenue pour que je m'égare pas trop en ligne, tout en profitant d'un jeu réconfortant.